Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Philippe Deveux. Le site Politico a révélé qu'un projet encore en discussion supplanterait la décision dite Roe vs Wade qui avait accordé le droit à l'avortement en 1973 aux USA et renverrait à chaque État la possibilité d'adopter sa propre loi. Nous sommes en compagnie d'Olivier Piton, avocat à Washington et Paris et auteur du livre Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique, publié chez Plomb. Olivier Piton, je dois vous dire good afternoon comme vous êtes à Washington, là, je crois. Absolument, et bonsoir à vous. C'est quand même surprenant pour nous Français qu'une Cour constitutionnelle change une loi sans vote du Parlement. Comment est-ce que ça fonctionne aux USA? En France, le Conseil constitutionnel ne pourrait pas changer une loi. C'est le cœur du problème, c'est-à-dire que justement le reproche qui est fait et qui permettrait la remise en cause du fameux article, de la fameuse décision plus exactement Roe contre Wade de 1973, c'est justement de savoir qui est compétent et qui est légitime pour décréter et décider de la mise en place de l'interruption volontaire de grossesse aux États-Unis. Est-ce que ce sont les États ? Et c'est ce que défend la fuite que l'on a eue par Politico, qui énonce clairement de la part des juges, et en particulier de Samuel Alito, le juge qui aurait été le rédacteur de la remise en cause de l'article, de la décision, qu'on n'aurait pas respecté la démocratie, ce qui est quand même un vrai argument assez étonnant, c'est-à-dire que c'est pour défendre la démocratie qu'on remettrait en cause un droit humain, en l'occurrence la possibilité d'avoir de généraliser l'interruption volontaire de grossesse à l'ensemble du territoire américain. Mais il faut savoir une chose, c'est que les prérogatives de santé et une intervention chirurgicale comme l'est une interruption volontaire de grossesse fait partie évidemment du domaine de la santé et normalement de l'apanage des États et non pas de l'État fédéral, et on l'a vu à l'occasion du Covid. Donc, si vous voulez, l'habillage, l'enveloppe qui permet, au-delà de la bataille idéologique dont je suppose qu'on va parler dans un instant, l'habillage juridique est de dire 1973 n'a pas respecté les prérogatives des États face à l'État fédéral, et c'est aux États de décider d'un domaine qui est du département, qui est du domaine de la santé et qui devra appartenir aux États. Donc pour répondre à votre question, en 1973 comme aujourd'hui, si jamais on allait au terme dans un mois et demi de la remise en cause de la décision, il n'y aurait absolument pas de décision du Parlement, de vote du Parlement. Ce serait une décision de la Cour suprême à partir d'un certain nombre de faits de justice qui se sont mis en place en 1973 et qui se sont remis en place et qui ont été fort médiatisés au cours de ces dernières années pour la remise en cause. Philippe Bilger. Olivier, est-ce que, très rapidement, trois questions, est-ce que ça n'est pas un grave problème que la Cour suprême, évidemment, statue en vertu de positions strictement politiques, conservatrices ou progressistes? Premier point. Deuxième point, est-ce que le fait de redonner la liberté de choix aux États, c'est perçu par le commun des Américains comme une avancée ou comme un recul sur ce droit humain? Et troisième élément, et pardon, je suis trop long, est-ce que les Américains vont être sensibles si le droit à l'avortement était récusé aux formidables inégalités que ça va créer avec des populations qui évidemment sont les plus déshéritées et qui ne pourront pas bénéficier comme d'autres de facilités de toute nature? Olivier Piton. En fait, la possible remise en cause de la décision de 1973 soulève trois problèmes. Un premier problème qui est un problème juridique que je viens d'évoquer, où effectivement, pour être tout à fait clair, la partie gauche, les démocrates, les progressistes tempêtent à l'heure actuelle contre les pouvoirs supposés exorbitants de la Cour suprême, alors que les conservateurs, eux, au contraire, se félicitent bruyamment sur les réseaux sociaux de cette possible remise en cause. Donc il y a la problématique juridique, l'habillage, on en a parlé, est un habillage qui consiste à dire redonnons aux États ce qui est normalement de l'apanage des États. Le deuxième aspect est
effectivement, est une opposition d'ordre idéologique. Vous avez d'un côté, et depuis 1973 quasiment, une opposition frontale de la part des conservateurs pour aller vite, qui, depuis le début, et notamment au moment où la droite, les républicains ont repris le pouvoir en 1980 avec Ronald Reagan, ont dès le départ contesté la décision de 1973 et la possibilité d'avoir une interruption volontaire de grossesse aux États-Unis, je rappelle, qui est autorisée jusqu'à 23 semaines. Je fais le parallèle avec ce qui se passe en France, où elle est de 14 semaines, 16 semaines en comptant les dernières règles, on a 23 semaines aux États-Unis. Donc il y a effectivement une bataille idéologique très forte avec deux radicalités qui se nourrissent l'une l'autre. La radicalité de droite qui veut effectivement absolument faire un sort à cette mesure jugée liberticide, avec tous les mouvements, jugée attentatoire à la vie humaine et avec tous les mouvements pro-life que l'on connaît bien, et puis d'un autre côté la radicalité de gauche qui veut aller toujours plus loin et qui veut absolument maintenir ces 23 semaines. Et puis il y a une troisième problématique qui est une problématique d'ordre politique, c'est-à-dire de savoir à qui va profiter cette possible décision et surtout comment l'exécutif va pouvoir essayer de se patouiller de cette histoire, parce que l'exécutif, Joe Biden en a parlé hier, est extrêmement impuissant face à cette décision, et ça revient à votre question de départ, Philippe, c'est-à-dire que les pouvoirs de la Cour suprême sont tellement importants que l'exécutif n'a guère de véritable prise, sauf petit 1 à gagner les élections de mi-mandat et de totalement modifier la législation, ce qui n'a jamais été fait, y compris en 1973, puisque c'était une décision de la Cour suprême, soit de remettre en cause les règles du jeu et, comme le demande la gauche radicale, d'augmenter le nombre de juges à la Cour suprême pour casser le déséquilibre de 6 contre 3. Voilà où on en est, et en tout cas, affaire à suivre avec ces trois pendants. On fait réagir, il reste 2 minutes 30. Dire quelque chose, moi aussi, c'est hyper important. Philippe Deveul-Court et Françoise Degois court alors. Alors c'est amusant parce que ressurgit un peu la confrontation des pouvoirs, parce que la Cour suprême, on le compare bien souvent au Conseil constitutionnel, et c'est un sujet de dissertation qu'on donne aux étudiants de droit, organe judiciaire ou organe politique. Eh bien, on a un peu une forme de réponse dans le cas d'espèces aux États-Unis sur cette loi sur l'avortement de 73, ce qui aura comme conséquence de laisser les États constituant des États-Unis cet État fédéral de choisir plus ou moins quelles sont leurs lois applicables. Ce ne sera plus une loi fédérale. Pour moi, c'est toujours entre les deux. La Cour suprême est un organe éminemment politique du fait du choix des juges de la Cour suprême. Qui le sont à vie, le sont à vie, exactement. Et aussi un organe judiciaire important. Et on l'a bien vu au moment des élections, où justement Donald Trump avait changé le centre de gravité politique de la Cour suprême en nommant un juge plutôt conservateur. Voilà, je termine. Donc quelque part, c'est la conflictualité des droits qui se joue comme aussi souvent en France. On peut dire les choses plus simplement. La Cour suprême fait de la politique. Son rôle, Olivier Piton le sait, si c'est d'arbitrer les questions sociétales. Elle est de plein droit. Quand Donald Trump nomme Amy Coney Barrett, il sait très bien ce qu'il fait. Il remplace une défenseuse absolue, féministe absolue, qui est une femme extraordinaire que j'ai eu l'occasion d'interviewer, qui s'appelle Ruth Bader Ginsburg, qui était vraiment l'icône de cette Cour suprême, de ce que représentaient les droits des femmes. Ça, elle meurt, il remplace Donald Trump, il nomme cette femme conservatrice en sachant très bien ce qui allait arriver. Et quand Elizabeth Warren, qui est assez âgée, mais arrive en colère hier, mardi, et manifeste devant la Cour suprême en disant tout a été fait, comploté en catimini, c'est la réalité. Et là-dessus, je ne nous souhaite jamais d'avoir un Conseil constitutionnel qui fait de la politique comme la Cour suprême fait de la politique. Aujourd'hui, elle est conservatrice. 6-3. Voilà, 6-3. Le mot de la fin, allez, en 20 secondes pour Olivier Piton. Conservateur contre 3. Voilà. Alors, très rapidement, oui, effectivement, la Cour suprême, c'est à la fois le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, voire la Cour de cassation réunie en une seule entité. C'est un des pouvoirs majeurs aux États-Unis. C'est même le pouvoir principal. On parle souvent
de démocratie des juges, c'est le cas. Oui, sur la politisation, évidemment, depuis la fin des années 70, la Cour est politisée. Il y a effectivement, comme cela a été dit, un véritable entrisme, un véritable lobbying de la part des Républicains pour avoir réussi aujourd'hui à avoir 6 juges conservateurs contre 3 juges progressistes. Et donc, oui, effectivement, ils font de la politique et ils essaient de marquer le point. La question est-ce que c'était le bon sujet? Beaucoup de Républicains s'interrogent parce qu'il y a les élections de mi-mandat au bout. Et deuxièmement, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Vrai sujet. On suivra ça en votre compagnie, mon cher Olivier Piton. Je rappelle que vous êtes avocat à Washington et Paris et auteur du livre Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique, publié chez Plomb. On vous salue. C'est l'heure de passer à table puisqu'il est 12h30 du côté de Washington. Tout de suite, notre grand débat. Accord trouvé avec LFI, le PS va-t-il imploser? Vous êtes 85,5% à dire oui. On va en débattre avec Laurent Baumel, secrétaire national du PS aux relations extérieures, et Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférences de droit public à Paris 2.